Dans une lettre qui n'était absolument pas destinée à être rendue publique, Albert Einstein a confessé quelque chose de profond concernant ceux qui nous ont quittés, qui contredit tout ce qu'on nous a enseigné sur la mort. Ce n'était pas une simple opinion, non, ce n'était pas un espoir religieux non plus. C'était une conclusion, basée sur la même physique, qui lui avait permis de comprendre l'univers. Et lorsque cette lettre a été dévoilée au grand jour, les mots qu'Einstein a choisis pour parler des défunts ont incité des scientifiques, des théologiens et des philosophes à s'arrêter net et à relire, car ce qu'Einstein a écrit n'était pas simplement beau, c'était perturbant. C'était la possibilité que ceux qui nous ont quittés ne soient pas là où nous pensons qu'ils sont, pas dans les cieux éthérés, pas dans les entrailles de la terre, mais ici, maintenant, à cet instant précis. Je sais que cela peut paraître étrange, peut-être même irrespectueux, mais avant de rejeter cette idée, laissez-moi vous raconter comment je suis tombé sur cette lettre et pourquoi, lorsque je l'ai lue, je n'ai pas pu dormir pendant 3 nuits consécutives. Tout a commencé par une question que je portais en moi depuis des années, une question que je n'ai jamais posée à personne, parce que j'en avais honte. La question était la suivante. Pourquoi est-ce que, chaque matin, je me réveille en pensant à des personnes qui sont déjà mortes? Pas de temps en temps. Presque tous les jours, j'ouvre les yeux, et voilà, le visage de mon père, Gérard, ou de ma mère, Sophie, ou d'un ami, Thibaut, parti il y a des années. Et ce n'est pas un souvenir distant, vague, flou, c'est une présence, comme si la personne était là, dans la pièce, à me regarder. Cela dure 1 seconde, peut-être 2, et puis, cela disparaît. Et je reste allongé là, à me demander si je suis en train de devenir fou ou s'il y a autre chose qui se passe. J'ai découvert que je ne suis pas le seul. Il existe des études qui montrent que ce phénomène est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Des chercheurs dans le domaine du deuil expliquent que, lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, notre cerveau n'accepte pas la perte immédiatement. Le cerveau fonctionne avec des cartes mentales de l'organisation du monde. Et lorsque quelqu'un meurt, le cerveau n'efface pas cette personne de la carte. Du jour au lendemain, il continue à la chercher, dans les premières secondes du matin, avant que le raisonnement ne se réveille complètement. Le cerveau revient à l'ancienne carte, la carte où la personne était encore vivante. Et, pendant un instant, la personne est là. Les psychologues appellent cela un comportement de recherche. C'est un mécanisme primitif, ancestral, le même mécanisme qui pousse un animal à revenir au nid. Lorsque son petit disparaît, le cerveau cherche, et il ne cesse pas de chercher, simplement parce que l'esprit rationnel sait que la personne est morte. Parce que le cerveau ne fonctionne pas seulement avec la logique, il fonctionne avec l'amour. Et l'amour n'obéit pas à la logique. Certains chercheurs ont spécifiquement étudié ce qui se passe. Dans les premières secondes après le réveil, ils ont découvert que, dans cet intervalle, avant que la conscience pleine ne s'installe, le cerveau opère avec la carte la plus profonde qu'il possède, la carte émotionnelle, la carte qui a été construite au fil d'années de vie commune, de contacts, de voix, de routines partagées. Et sur cette carte, les personnes que nous aimons continuent à vivre. Le cerveau s'attend toujours à entendre leur voix. Il attend toujours l'odeur du café qu'il préparait. Il attend toujours le poids du corps, à côté, dans le lit. Et lorsque la réalité s'impose finalement, lorsque la conscience se réveille et réalise que la personne n'est plus là, il y a un micro-moment de deuil, un deuil petit mais réel, un deuil qui se répète chaque matin, sans faillir, comme une blessure qui cicatrise pendant la journée et se rouvre la nuit, comme une vague qui recule pendant des heures et puis revient frapper le même rocher, au même endroit, avec la même force. Certaines personnes me disent que cela passe avec le temps, qu'après 1 an, 2 ans, 5 ans, le cerveau finit par accepter, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que le cerveau n'accepte jamais complètement.
Je pense qu'il apprend à vivre avec la recherche, qu'il continue à chercher, mais en silence, que le deuil du matin devient plus doux, plus bref, plus subtil, mais il ne disparaît jamais, parce que l'amour ne disparaît pas. Et tant qu'il y aura de l'amour, il y aura recherche. Lorsque j'ai lu cela pour la première fois, j'ai ressenti un soulagement énorme. Je n'étais pas en train de devenir fou. Mon cerveau faisait exactement ce qu'il devait faire. Il cherchait ceux que j'aimais. Il refusait d'accepter l'absence. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, quelque chose de profondément humain. Notre cerveau ne nous laisse pas oublier ce que nous aimons. Même quand nous voulons oublier, il ne nous laisse pas faire. Il insiste. Il répète. Il ramène la personne chaque matin comme pour dire « elle a été là, il a existé, n'oublie pas ». Mais que se passe-t-il lorsque vous prenez cette découverte et que vous la placez à côté de ce qu'Albert Einstein a écrit? Que se passe-t-il lorsque les neurosciences et la physique se rencontrent dans la même pièce? Il se passe quelque chose qui m'a empêché de dormir. Quelque chose que je n'arrive toujours pas à traiter complètement. En février 1950, un médecin nommé Robert Mercier a écrit à Albert Einstein. Il était dévasté. Son fils, âgé de 11 ans, était mort de la poliomyélite. 11 ans. Un enfant. Et ce père, détruit par la douleur, a écrit à l'homme qui comprenait l'univers pour lui demander une explication, un réconfort, quelque chose qui fasse sens. Einstein a répondu, et la réponse n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Il n'a pas dit que Dieu avait un plan. Il n'a pas dit que le garçon était dans un endroit meilleur. Il n'a offert aucune des phrases que nous avons l'habitude de dire à ceux qui ont perdu quelqu'un. Au lieu de cela, il a écrit quelque chose qui a changé ma façon de voir la mort, la séparation, et ce que signifie perdre quelqu'un. Il a écrit « Un être humain fait partie d'un tout, ce que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et dans l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. L'effort pour se libérer de cette illusion est la seule question de la véritable religion. » J'ai lu ces mots et j'ai ressenti quelque chose que je ne sais pas décrire. Ce n'était pas du réconfort, ce n'était pas de la douleur, c'était le vertige, parce qu'Einstein était en train de dire que la séparation que nous ressentons lorsque quelqu'un meurt est une illusion, pas une métaphore, une illusion, du même type qu'un mirage dans le désert, du même type que le soleil qui semble tourner autour de la Terre, alors qu'en réalité, c'est la Terre qui tourne. La séparation semble réelle. Nous sentons que c'est réel, mais selon Einstein, ce ne l'est pas. Je confesse que, lorsque j'ai lu cela pour la première fois, j'ai voulu le rejeter. J'ai voulu dire que c'était de la philosophie bon marché, que c'était un homme riche et célèbre, qui disait de belles choses à un père qui souffrait réellement, qu'Einstein ne savait pas ce que c'était, que de perdre un enfant, parce que ses enfants étaient vivants. Lorsqu'il a écrit cela, mais après, j'ai mieux réfléchi. J'ai pensé à sa fille, Liz Earle, qui a disparu dans les premiers mois de sa vie, et dont l'existence n'a été découverte que 84 ans plus tard. J'ai pensé à son fils, Edward, brillant et sensible, diagnostiqué schizophrène à l'âge de 20 ans, enfermé dans un asile à Zurich, qu'Einstein n'a jamais plus visité, après avoir fui vers l'Amérique. J'ai pensé à la patrie perdue, à l'Allemagne qui l'a expulsé, aux livres brûlés, aux amis persécutés et assassinés. J'ai pensé à sa seconde épouse, Elsa, décédée quelques années après leur arrivée à Princeton, laissant Albert Einstein seul dans un pays qu'il n'a jamais vraiment considéré comme le sien. Albert Einstein savait ce que signifiait perdre quelqu'un, peut-être mieux que la plupart des gens. Et lorsqu'il a écrit sur l'illusion d'optique de la conscience, il ne philosophait pas dans un bureau confortable. Il parlait à partir de la douleur,
à partir de l'expérience de quelqu'un qui avait presque tout perdu et qui, au milieu de cette perte, avait trouvé dans la physique une raison de croire que la perte n'était pas ce qu'elle semblait être. Il existe une autre lettre d'Albert Einstein que peu de gens connaissent. Elle a été écrite à la reine Élisabeth de Belgique. Albert Einstein avait développé une amitié chaleureuse avec la reine au fil des années. Il lui rendait visite lorsqu'il passait par l'Europe. Ils jouaient de la musique ensemble, et lorsque le mari de la reine, le roi Albert, est décédé subitement dans un accident d'escalade en 1934, et peu après sa belle-fille est également décédée, Albert Einstein lui a écrit une lettre de condoléances qui révélait une tendresse que peu de gens associent aux scientifiques. Il n'a pas parlé de physique, il n'a pas parlé de temps, il a parlé de quelque chose de plus humain, de la nécessité de trouver dans la douleur une porte vers quelque chose qui a encore du sens, de l'importance de continuer à vivre, non pas malgré la perte, mais en portant la perte comme si elle était une partie de nous, qui est devenue plus lourde, plus présente, plus réelle. Et 5 ans après la lettre à Robert Mercier, Albert Einstein a perdu la personne la plus proche qui lui restait. Michel Bérard, son meilleur ami, l'homme qu'il connaissait depuis ses études universitaires à Zurich. Le seul nom qu'Albert Einstein a mentionné dans les remerciements de l'article sur la relativité restreinte de 1905. Pensez-y. Dans cet article qui a changé l'histoire de la physique, Albert Einstein n'a remercié aucun professeur, aucune université, aucune institution. Il a remercié son ami, l'homme qui l'écoutait parler pendant des heures, qui questionnait, qui était en désaccord, qui le forçait à penser mieux. Michel Bérard était ingénieur, pas physicien, mais son esprit était vif et sa patience était infinie. Et Albert Einstein savait que sans Michel Bérard, la relativité restreinte n'aurait peut-être jamais vu le jour. Ils ont été amis pendant plus de 50 ans, un demi-siècle de conversation, de lettres, de partage. Michel Bérard était le type d'ami dont nous avons tous besoin et que peu trouvent. Le type qui t'écoute sans te juger, qui te dit la vérité quand tu as besoin de l'entendre, qui est là, simplement là, sans condition. Et lorsque Michel Bérard est décédé, en mars 1955, à l'âge de 81 ans, Albert Einstein a perdu non seulement un ami, il a perdu la dernière connexion avec l'homme qu'il avait lui-même été, et Albert Einstein, qui était aussi en train de mourir, qui savait que l'anévrisme de son aorte pouvait éclater à tout moment, s'est assis et a écrit une lettre à la famille de Michel Bérard. Pas n'importe quelle lettre. La lettre la plus extraordinaire que j'ai jamais lue sur la mort, sur la perte, sur ce que signifie partir. Il a écrit « Il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi persistante soit-elle. J'ai eu besoin de jours pour assimiler cette phrase, pas pour sa beauté, mais pour son implication, parce qu'Albert Einstein n'était pas poétique, il était littéral. Il disait, en tant que physicien, que la mort de Michel Bérard ne signifiait pas ce qu'elle semblait signifier, que Michel Bérard n'était pas parti, parce que partir implique un avant et un après. Et pour la physique, il n'existe pas d'avant et d'après absolu. Le temps ne s'écoule pas, ne passe pas, n'avance pas. Le temps simplement est tout entier en même temps. Et qu'est-ce que cela a à voir avec se réveiller le matin en pensant à quelqu'un qui est mort? Cela a tout à voir. Parce que si le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est, si passé, présent et futur existent simultanément, alors les gens que nous avons perdus ne sont pas dans le passé. Ils sont, simplement ils sont. Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas disparu. La seule chose qui a changé, c'est notre position dans le temps. Nous avons avancé, ils sont restés, mais ils sont restés non pas comme quelqu'un qui est abandonné, ils sont restés comme quelqu'un qui est dans une pièce différente de la même maison. Ma mère, Isabelle, est décédée il y a 6 ans, et tous les matins, dans les premières secondes avant d'ouvrir complètement les yeux,
Je sens sa présence. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'a pas de nom. Quelque chose qui est entre la mémoire et la perception, entre le rêve et la veille, entre ce que je sais et ce que je sens. Et c'est comme si, dans ces secondes où le cerveau ne s'est pas encore organisé, où l'esprit rationnel n'a pas encore pris le contrôle, je pouvais voir ce qu'Albert Einstein voyait, qu'elle est là, qu'elle n'est jamais partie, que la séparation est l'illusion et la présence est la réalité. Il y a un matin en particulier que je n'oublierai jamais. C'était peut-être 6 mois après sa mort. Je me suis réveillé et, avant d'ouvrir les yeux, j'ai senti l'odeur du café qu'elle préparait. Ce n'était pas une odeur vague, c'était l'odeur exacte, avec le lait, avec le sucre, avec cette touche que seule elle savait donner. Cela a duré environ 5 secondes, et puis c'est disparu. J'ai ouvert les yeux et j'étais seul dans la chambre. La cuisine était vide. Il n'y avait pas de café. Mais l'odeur avait été là. Je jure qu'elle avait été là. Et pendant des semaines, j'ai pensé que j'étais en train de devenir fou, que le deuil me faisait voir et sentir des choses qui n'existaient pas, jusqu'à ce que je lise sur le comportement de recherche. Et ensuite, j'ai lu sur Albert Einstein. Et j'ai réalisé que peut-être ce n'était pas de la folie. Peut-être que c'était le contraire de la folie. Peut-être que c'était la partie la plus lucide de moi qui essayait de me montrer quelque chose que la raison ne veut pas accepter. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne suis ni physicien ni philosophe. Je suis juste quelqu'un qui se réveille tous les matins en sentant le visage de personnes que j'aime et qui ne sont plus là. Mais quand je lis ce qu'Albert Einstein a écrit, quelque chose à l'intérieur de moi se calme. Pas parce que je comprends la physique, mais parce qu'Albert Einstein, l'homme qui a compris l'univers mieux que tout autre être humain, a regardé la mort et a dit « ce n'est pas ce que ça semble être ». Il existe un concept en physique qui s'appelle l'univers bloc. C'est l'idée que tous les moments du temps existent au même moment, que le passé n'a pas disparu, que le futur existe déjà, que nous nous déplaçons simplement à travers une réalité qui est déjà toute là, complète, éternelle, comme un film qui est déjà tout enregistré sur la pellicule, et nous sommes simplement le projecteur qui illumine photogramme par photogramme. Le film ne change pas. Ce qui change, c'est notre position dedans. Si cela est vrai, et selon la physique d'Albert Einstein, il y a de bonnes raisons de croire que c'est le cas. Alors le moment où ma mère, Isabelle, était vivante existe encore. Le moment où mon père, Gérard, m'a appris à faire du vélo existe encore. Le moment où mon ami Thibaut m'a raconté une blague et nous avons ri aux larmes existe encore. Pas comme un souvenir, comme une réalité. Ces moments sont là, dans le tissu de l'espace-temps, aussi réels que ce moment où vous entendez ma voix. Et c'est là que les choses deviennent perturbantes, parce que si ces moments existent, alors les personnes dans ces moments existent aussi. Mon père, Gérard, n'est pas un souvenir. Et une personne qui existe, dans un point différent du temps, ma mère n'est pas un simple souvenir. C'est une femme qui est vivante dans un lieu que je ne peux atteindre, mais qui n'a pas cessé d'exister, juste parce que j'ai avancé dans le temps. Mon ami Antoine, qui est décédé il y a 8 ans, n'a pas disparu. Il est dans un samedi matin de 2018, à rire d'une blague que je lui ai racontée. Et ce rire n'est pas du passé. Il est présent, un présent que je ne peux visiter, mais qui n'a pas cessé d'arriver. Quand je pense à ça, je ressens une chose étrange dans ma poitrine, un mélange de confort et de désespoir. Confort, parce que cela signifie que personne que j'ai aimé n'est vraiment perdu. Désespoir, parce que je ne peux pas les atteindre. C'est comme savoir que quelqu'un que tu aimes est dans une pièce à côté, derrière une porte qui n'a pas de poignée. Tu sais qu'il est là, tu sens qu'il est là, mais tu ne peux pas ouvrir la porte. Je comprends que c'est difficile à accepter. L'esprit résiste, le cœur veut croire. Mais la raison dit que c'est trop beau pour être vrai. Et peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'Albert Einstein s'était trompé.
Peut-être que l'univers bloc n'est qu'une interprétation et non la réalité. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si Einstein, au sommet de son génie, au moment où lui-même était en train de mourir, a écrit cette lettre? Non pas comme une consolation, mais comme un fait. Et s'il croyait vraiment que Bessot n'était pas parti? Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans tout ça? C'est qu'Einstein a écrit cette lettre 1 mois avant de mourir. 1 mois. Il savait qu'il était en train de mourir. Il savait que l'anévrisme pouvait éclater à tout moment. Et malgré cela, il a choisi de passer ses derniers jours, non pas avec peur, mais avec la conviction que la mort n'est pas ce qu'elle semble être, que c'est juste un changement de perspective, que ceux qui meurent ne partent pas. Ils cessent simplement d'être visibles pour ceux qui restent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. C'est l'un des thèmes les plus difficiles que j'ai jamais abordés sur cette chaîne, parce que cela touche à quelque chose que nous portons tous, la douleur d'avoir perdu ceux qui nous ont quittés. Si ces mots vous ont touché d'une manière ou d'une autre, le Super Thanks est une façon de m'aider à continuer. Mais votre présence ici, en ce moment, est déjà plus que suffisante. Quand Einstein est mort, en avril 1955, seulement 1 mois et 3 jours après Bessot, ses dernières paroles étaient en allemand. Il les a dites au milieu de la nuit, à une infirmière américaine qui ne parlait pas allemand. Personne ne sait ce qu'il a dit. Les dernières paroles de l'homme qui a déchiffré les secrets de l'univers se sont perdues, parce qu'il n'y avait personne là pour les comprendre. Elles se sont perdues dans l'air de cette chambre d'hôpital à Princeton, comme un message dans une bouteille qui n'est jamais arrivé à la plage. J'y pense beaucoup. Je pense à ce qu'il aurait dit si les équations étaient justes, si l'illusion du temps était réelle. Alors à ce moment-là, Einstein s'approchait du point dans l'espace-temps où Bessot se trouvait déjà. Il marchait en direction de son ami. Il parcourait la distance entre 2 photogrammes du même film. Peut-être a-t-il appelé Bessot, peut-être a-t-il appelé Elsa, son épouse décédée des années auparavant. Peut-être a-t-il appelé sa mère Sophie, comme beaucoup de personnes le font, quand elles sentent que la fin est proche. Peut-être a-t-il dit quelque chose sur le temps, sur l'illusion, sur la distinction entre passé, présent et futur. Ou peut-être a-t-il dit quelque chose de très simple, quelque chose qui n'avait pas besoin de l'allemand ou de l'anglais pour être compris. Et peut-être a-t-il dit « j'arrive » et peut-être que, dans le photogramme suivant, Einstein et Bessot sont assis ensemble, à converser sur la physique, à discuter des équations, à rire, comme ils le faisaient à Zurich, il y a plus de 100 ans, dans un moment qui n'a jamais fini, qui ne finira jamais. Parce que si Einstein croyait ce qu'il a écrit, s'il croyait vraiment que la séparation est une illusion persistante, alors mourir n'était pas partir, c'était aller à la rencontre. C'était traverser la salle et trouver ceux qui étaient de l'autre côté, pas dans les cieux éthérés, pas dans un paradis, mais dans le même univers, dans le même tissu de l'espace-temps, seulement dans un point différent. Je sais qu'il y a ceux qui disent qu'Einstein était juste en train d'être poétique, qu'il utilisait la physique comme une métaphore pour réconforter une famille en deuil, la douleur du deuil. Et peut-être que c'était le cas. Mais il y a quelque chose qui me fait penser que non. Il y a quelque chose dans la façon dont il a écrit ces mots, pour nous, physiciens convaincus, qui me fait croire qu'Einstein parlait sérieusement. Il invoquait son autorité en tant que scientifique. Il disait « J'ai étudié les lois de l'univers pendant 50 ans, et ces lois me disent que mon ami n'est pas parti. » Ce n'était pas de la poésie, c'était une conviction. Et je me demande souvent ce qui change dans notre vie, si nous prenons cela au sérieux, si, au lieu de traiter les matins où nous nous réveillons en pensant à ceux qui nous ont quittés, comme des moments de tristesse, nous les traitons comme des moments de connexion, si au lieu d'éloigner la présence que nous sentons, nous l'accueillons, si au lieu de dire « je suis triste parce que je pense à lui », nous disons « je suis reconnaissant parce qu'il est encore ici ». D'une manière que je ne comprends pas,
Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si le deuil, la douleur du deuil, permet ce genre de réinterprétation. Mais je sais que depuis que j'ai commencé à penser ainsi, les matins sont devenus différents. Pas plus légers, mais différents. Il y a une qualité différente dans la douleur. Une douleur qui n'est plus seulement une perte. C'est aussi une rencontre. Une douleur qui a en elle, cachée comme une graine dans les entrailles de la terre, la possibilité que la personne que j'aime n'est pas perdue. Elle est juste hors de ma portée. Comme une étoile qui brille, mais que je ne peux pas toucher. Et maintenant, aujourd'hui, quand vous vous réveillerez demain matin, et que dans les premières secondes, vous sentirez la présence de quelqu'un qui est parti, je veux que vous vous souveniez de ceci. Votre cerveau ne vous trompe pas. Il ne joue pas avec vous. Il ne crée pas d'illusions. Peut-être que votre cerveau, dans les premiers instants de la journée, avant que la logique ne prenne le contrôle, est en train de faire quelque chose que les neurosciences ne comprennent pas encore complètement. Peut-être est-il en train de sentir une connexion que la physique d'Einstein dit être réelle. Peut-être que, dans ces quelques secondes, entre le sommeil et l'éveil, vous êtes plus proche de la vérité que dans n'importe quel autre moment de la journée. Mon voisin Gérard a perdu sa femme Isabelle il y a 3 ans. Ils ont été mariés 42 ans. Tous les matins, il se réveille et dit « bonjour » à la chaise, où elle avait l'habitude de s'asseoir pour prendre son café. Il met 2 tasses sur la table, une pour lui, une pour elle, et il prend son café en silence, avec la chaise vide en face. Quand il m'a raconté ça, je ne savais pas quoi dire. J'ai pensé que c'était de la tristesse, que c'était un vieil homme qui n'arrivait pas à accepter la perte, qu'il avait peut-être besoin d'aide. J'ai même pensé à parler à ses enfants, à suggérer qu'ils l'emmènent voir quelqu'un. Mais je n'ai rien dit, et heureusement que je n'ai rien dit, parce que maintenant, après avoir lu Einstein, je pense différemment. Peut-être que Gérard ne parle pas à une chaise vide. Peut-être parle-t-il à quelqu'un qu'il sait, à un niveau qui va au-delà des mots, qui est encore là, dans une partie du temps que nous ne voyons pas, mais qui n'a pas cessé d'exister. Peut-être que Gérard, sans jamais avoir lu Albert Einstein, sans jamais avoir entendu parler d'univers bloc ou d'illusions persistantes, sait intuitivement ce que le plus grand physicien de tous les temps a écrit dans une lettre, que la séparation est une illusion, que ceux qui nous ont quittés ne s'en vont pas réellement, que la tasse vide n'est pas vide, elle est en attente. Et peut-être que, dans ces quelques minutes de café silencieux, Gérard est plus proche de la vérité que nous tous, plus proche que les scientifiques dans leur laboratoire, plus proche que les théologiens dans leurs livres, parce qu'il n'a pas besoin de théorie pour savoir ce qu'il sait. Il le sait avec le cœur. Et le cœur, comme le cerveau aux premières heures du matin, n'accepte pas la logique de la perte. Il refuse, il insiste. Il continue à poser la 2e tasse sur la table. Il y a des jours où je pense que c'est la chose la plus belle que j'ai jamais lue. Et il y a des jours où je pense que c'est la chose la plus cruelle, belle, parce qu'elle offre la possibilité que personne ne soit vraiment perdu. Cruelle, parce que même si c'est vrai, nous ne pouvons pas l'expérimenter. Nous sommes piégés dans ce photogramme, dans cet instant. Et les personnes que nous aimons sont dans d'autres photogrammes. Et nous ne pouvons pas sauter, nous ne pouvons pas rembobiner, nous ne pouvons pas mettre en pause. Je ne sais pas si c'est de la science ou de la foi. Je ne sais pas si c'est de la physique ou de la poésie. Je ne sais pas si Albert Einstein avait raison ou s'il essayait simplement de se consoler lui-même dans un moment où il avait aussi besoin de consolation. Mais je sais ceci, depuis que j'ai lu ces lettres, mon réveil matinal a changé. Quand je sens la présence de mon père, Henri, je ne la repousse plus. Je ne la traite plus comme une douleur. Je la traite comme une rencontre. Je ferme les yeux une seconde de plus et je le laisse être là, parce que si Albert Einstein a raison, alors il n'est jamais parti. Et ces secondes du matin sont les seules où je peux ressentir cela. Si vous aussi, vous vous réveillez en pensant à quelqu'un qui n'est plus là, racontez-moi ça dans les commentaires, parce qu'il y a quelque chose que j'ai appris avec cette chaîne.
J'ai appris que la douleur que nous portons en silence devient plus légère quand nous réalisons que d'autres la portent aussi. Pas parce que la douleur diminue, mais parce que la solitude de la douleur diminue. Et peut-être est-ce ce qu'Albert Einstein voulait dire avec l'illusion d'optique de la conscience, que nous pensons être seuls dans cette douleur, mais nous ne le sommes pas. Nous ne l'avons jamais été.